Nous sommes à Baltimore le 3 octobre 1849. La pluie tombe sur les rues boueuses de la ville. Devant une taverne électorale appelée Gunner's Hall, un homme est découvert dans un état alarmant. Ses vêtements sont sales, ils sont trop grands pour lui et surtout, ils ne sont pas les siens. L'homme délire, son regard est perdu et au milieu de cette confusion, il prononce un mot, un nom, encore et encore, c'est Reynolds. 4 jours plus tard, cet homme meurt à Washington Medical College, sans autopsie, sans enquête et presque sans témoin. Cet homme, c'est Edgar Allan Poe. Il a un destin marqué par la tragédie. Il naît en 1809, ses parents sont acteurs de théâtre, sa mère est Elizabeth Arnold Poe, c'est une actrice anglaise reconnue. Son père, David Poe Jr., est comédien, mais très tôt, le drame frappe. Son père disparaît, sa mère meurt de la tuberculose en 1811, alors qu'Edgar n'a que 2 ans. Il est recueilli par un riche commerçant de Richmond, John Allan. C'est ainsi qu'il devient Edgar Allan Poe. John Allan appartient à l'élite de Richmond. Il fréquente les cercles maçonniques du Masons Hall, Randolph Lodge numéro 19, et dans ces lieux circulent des rituels, des symboles et des langages initiatiques. Poe grandit dans cet environnement et ce bain marquera profondément son imaginaire. On retrouve ses codes dans plusieurs œuvres. Dans La chute de la maison Usher, Le puits et le pendule, Les aventures d'Arthur Gordon Pym, et bien sûr d'autres poèmes. Son épouse, d'ailleurs qui est sa cousine, Virginia Clem, elle n'a que 13 ans, mais la maladie frappe encore ici car Virginia meurt en 1847. Encore la tuberculose qui frappe à la maison de Poe et Poe est dévasté. Une nouvelle chance en 1849, sa vie semble changer. Il retrouve un amour de jeunesse, Sarah Elmira Shelton. D'ailleurs, le père Poe était trop pauvre à l'époque, avait refusé qu'il l'épouse. Donc là, il prépare leur mariage. Et Poe travaille sur un projet immense, une revue itinéraire indépendante qui s'appellera The Stylus. Si ce projet réussit, et tout est là pour qu'il réussisse, Poe deviendra enfin libre, libre des éditeurs, libre des critiques, libre de ses ennemis. Parce que les ennemis, il y en a. Il y a une rivalité avec Griswold. C'est un homme qui se dresse continuellement sur sa route. Il s'appelle Rufus Wilmot Griswold. Il est pasteur baptiste, critique littéraire influent. Griswold dirige un réseau d'écrivains protégés. Il a ses petits chouchous et parmi eux, Elizabeth Smith, maîtresse et qui aime propagander des rumeurs un petit peu particulières et gênantes sur la haute société, notamment aussi contre Poe. Thomas Dunn English, Cornelius Matthew. Poe critique durement leurs œuvres. La guerre littéraire devient personnelle, mais les conflits sont aussi idéologiques. Griswold, pasteur baptiste, voit en Poe un écrivain très dangereux. Ses récits flirtent avec le mysticisme, le symbole gnostique, des visions cosmiques inquiétantes pour les gardiens du dogme. Et puis sa disparition, le 27 septembre 1849, Poe quitte Richmond. Les témoins disent qu'il est calme, sobre, élégant. D'ailleurs, il adhérait à la confrérie de la tempérance. C'est un peu comme les alcooliques anonymes. Et puis, il promet de revenir bientôt. Pendant 6 jours, personne ne sait où il est, 0 nouvelles, il disparaît. Le 3 octobre, il est retrouvé à Baltimore, devant un bureau de vote, complètement délirant, vêtu de vêtements étrangers, il est hagard, il est transporté au Washington Medical College, d'où pendant 4 jours, il va lutter contre la mort et répéter ce seul mot unique, Reynolds. Il y a des anomalies après sa mort, les faits deviennent assez étranges. Aucune autopsie n'est réalisée, alors que c'est un écrivain connu. Les funérailles ont lieu le lendemain de sa mort. La cérémonie dure à peine quelques minutes. Il y a moins de 10 personnes qui sont présentes. Dans les 10 personnes, il y a aussi les personnes comme le fossoyeur, le curé, le médecin, les personnes officielles. Il ne fait pas beaucoup de monde à son enterrement. Même la future femme de Poe n'a même pas été autorisée à approcher le corps, n'a même pas été avertie de ses funérailles. Sarah Elmira Shelton. Parce que Maria Clem, la tante et la belle-mère, organisent tout très rapidement. Et presque immédiatement, Rufus Griswold
publie une nécrologie assassine, violente, d'ailleurs sous un pseudonyme qui est le pseudonyme Ludwig. Il décrit Poe comme un homme alcoolique, instable, un fou dangereux. Une image qui dominera pendant plus d'1 siècle encore. Alors j'ai décidé d'investiguer avec le tarot. Pour comprendre ce mystère, j'ai réalisé un tirage. La première, c'est la lune. Dans le tarot, la lune, c'est la carte des mystères. Elle parle des choses cachées, des illusions, des vérités que l'on ne voit pas ou que l'on voit qu'à travers un brouillard. Elle évoque aussi la confusion de l'esprit, les rêves, les visions. Et elle correspond étrangement au dernier jour d'Edgar Allan Poe, lorsque Poe est retrouvé à Baltimore, son esprit complètement perdu, dans un labyrinthe invisible de délires, de murmures, comme si son esprit avait quitté la réalité, comme si quelque chose d'ancien remontait à la surface. La deuxième carte apparaît et c'est l'ermite. Il avance seul dans la nuit, il porte une lampe, il cherche une vérité cachée, une introspection intérieure. Et dans certaines traditions du tarot, l'ermite représente le chercheur, le savant, l'explorateur des territoires inconnus. Et cette image me conduit vers une figure oubliée du 19e siècle, un homme fascinant, Jeremiah Reynolds, qui est journaliste, conférencier, explorateur des pôles de la Terre, mais surtout visionnaire, car Reynolds défendait une théorie qui fascinait l'Amérique de son époque, la théorie de la Terre creuse. Aujourd'hui, cette idée peut sembler étrange, mais au début du 19e siècle, elle captivait l'imagination de nombreux explorateurs. Selon cette théorie, la Terre ne serait pas un globe plein, mais une sphère creuse avec de vastes mondes intérieurs, des océans cachés, des continents inconnus et surtout des ouvertures gigantesques situées au pôle. Et ces ouvertures mèneraient vers un autre monde, un monde intérieur, un royaume secret sous la surface de la Terre. Jeremiah Reynolds donne d'ailleurs de nombreuses conférences sur ces idées. Ses récits parlent de terres polaires mystérieuses, de mers chaudes au cœur des glaces, de phénomènes que la science ne comprend pas encore pour l'époque. Et ces récits fascinent ce jeune écrivain nommé Edgar Allan Poe. Puis la troisième carte apparaît, le pape. Dans le tarot, le pape représente l'autorité religieuse, le gardien du dogme, de la pensée, de la morale, de la croyance, de la foi, celui qui protège la doctrine contre des idées jugées dangereuses. Et dans cette enquête, cette figure correspond parfaitement à un homme, Rufus Wilmot Griswold. Pasteur baptiste, un peu raté, critique littéraire, défenseur d'une vision très stricte de la morale et de la religion. Et pour un homme comme lui, certaines idées pouvaient être profondément inquiétantes, car la théorie de la Terre creuse n'est pas seulement une curiosité scientifique. Elle remettait en question la vision traditionnelle du monde. Si la Terre possédait des mondes cachés, avait des civilisations inconnues qui peuvent exister sous nos pieds, alors certaines certitudes religieuses pouvaient forcément vaciller à l'époque. Et pour les gardiens du dogme, ces spéculations peuvent ressembler à une forme d'hérésie. La quatrième carte apparaît, c'est le chariot. C'est la carte du voyage, du mouvement, de la rapidité, de l'exploration, mais aussi des choses qui partent dans tous les sens, avec cette possibilité-là. Elle évoque la marche vers l'inconnu. Et ici, elle semble pointer directement vers l'œuvre la plus étrange de Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym, publié en 1838. Le livre raconte un voyage maritime qui conduit progressivement vers l'Antarctique, vers des mers étranges, vers une blancheur infinie, vers une vision finale. Puis ça reste l'un des mystères les plus célèbres de la littérature. À la fin du roman, les explorateurs approchent d'un phénomène étrange, une lumière blanche, une silhouette gigantesque, les géants, et un monde qui semble défier toutes les lois connues. De nombreux chercheurs pensent que Poe s'est directement inspiré des conférences de Jeremiah Reynolds pour écrire ce récit. Des extraits presque copiés et des discours qu'avait Jeremiah Reynolds. Puis apparaît la cinquième carte, la tour. Dans le tarot, la tour symbolise l'effondrement brutal, la chute soudaine, le moment où une vérité éclate et fait vaciller les esprits. Et cette carte correspond tragiquement à l'état dans lequel Poe est retrouvé, un homme brisé, confus, comme si quelque chose avait détruit son équilibre intérieur. Alors dans cette première lecture de tirage, le cri de Reynolds pourrait donc être celui d'un esprit qui replonge dans ses propres visions, un appel vers l'homme qui avait nourri son imaginaire, son aventure polaire, vers l'explorateur qui avait ouvert pour lui les portes d'un monde caché sous la glace. Mais le tarot n'a pas encore livré toute son histoire. Car lorsque je poursuis le tirage, les cartes suivantes vont faire basculer l'enquête et révéler une autre théorie, un peu plus sombre cette fois.
Donc oui, l'enquête ne s'arrête pas à ce premier voile, car lorsque je poursuis ce tirage, les cartes changent brutalement de ton. Elles ne parlent plus de vision, elles parlent de pouvoir, d'argent, de corruption, de vol. Et les nouvelles cartes, c'est le diable, le 5 de denier, le roi d'épée renversé et enfin l'as d'épée. Et à cet instant, le tarot semble me dire « La vérité n'est peut-être pas dans les glaces de l'Antarctique, elle est peut-être dans les rues de Baltimore simplement. » Le diable me paraît être le commanditaire de New York dans ce tirage. Il représente l'homme qui manipule dans l'ombre, un homme qui n'est pas à Baltimore mais à New York. Son nom c'est Rufus Griswold. Né en 1815, pasteur baptiste raté, comme je vous l'ai dit, devenu critique littéraire, un homme puissant dans le monde des lettres américaines. Griswold et Poe se détestaient. La rivalité était devenue publique. Poe attaquait régulièrement les auditeurs protégés de Griswold. Lui voyait Poe comme un danger, un écrivain incontrôlable, un esprit trop libre et surtout un rival capable de créer une revue indépendante. Et si ce projet voyait le jour, Poe deviendrait donc la voix majeure de la littérature américaine et Griswold perdrait complètement son influence. C'était pas possible pour lui. Et puis on a un outil. En mai 49, c'est une technologie nouvelle qui change beaucoup de choses. Le télégraphe Morse. Samuel Morse a ouvert plusieurs lignes importantes dans les années 1840. Et en 1844, la première ligne relie Washington à Baltimore. Et rapidement, le réseau s'étend vers New York. Et pour la première fois dans l'histoire, un message peut parcourir des centaines de kilomètres en quelques minutes, d'où un homme peut donner des instructions sans quitter son bureau, sans témoin, sans trace directe. Et puis arrive le 5 de denier. Et dans une enquête symbolique, cette carte parle souvent d'argent sale, de transactions clandestines. Baltimore, en 49, les élections sont célèbres, hélas, pour leur violence, pour leur magouille. La ville est dominée par des gangs électoraux et leur méthode s'appelle le cooping. Qu'est-ce que c'est que le cooping ? C'est une machine électorale, c'est une forme brutale de fraude électorale. Les gangs parcourent les rues à la recherche de victimes, souvent sans-abri, pauvres, alcoolisés. Ils les capturent, les enferment dans des pièces et des cages appelées coupes, puis ils les droguent, les font boire et une fois qu'ils sont complètement embués, les mettent sous l'andanum, une teinture d'opium, très répandue d'ailleurs au 19e siècle. Parfois aussi, ils font des mélanges, whisky et opiacés. Et puis, ils déguisent la victime et ils les forcent à porter ces vêtements-là, puis les emmènent voter plusieurs fois dans plusieurs bureaux de vote, sous plusieurs fausses identités. C'était courant. Arrive le roi d'épée renversé. Là, je me dis, il y a autorité corrompue. Dans le tarot, le roi d'épée renversé représente une justice pervertie, un juge qui détourne les lois. Et dans cette enquête, dans cette investigation, cette carte correspond à un homme bien réel. Henry Reynolds. Là aussi, il s'appelait Reynolds, ce monsieur, un juge de paix, c'est-à-dire un assesseur électoral dédié au 4e district de Baltimore. Les bureaux de vote, d'ailleurs, situés en face de la taverne appelée Ryan Tavern ou Gunner's Hall. C'est exactement là que le 3 octobre 1849 est retrouvé Edgar Allan Poe, complètement délirant et vêtu de ces fameux vêtements qui ne sont pas les siens. Un médecin nommé d'ailleurs Dr John Joseph Moran s'occupe de lui pendant les 4 jours qui suivent. Et Poe alterne entre délire et moments de lucidité. Et durant ces 4 jours, il répète ce nom sans arrêt, Reynolds. Le 7 octobre, on le sait, malheureusement, Edgar meurt à 40 ans. Ce qui est étrange, c'est que l'enterrement est très précipité. Les funérailles ont lieu le lendemain, le 8 octobre 49. La cérémonie dure seulement quelques minutes et il y a très peu de personnes qui sont présentes. Aucune autopsie n'est réalisée. Le corps est enterré rapidement dans le cimetière Westminster Hall à Baltimore. Et puis l'as d'épée. Là, c'est la vérité qui éclate. Le tarot réserve cette dernière révélation. La vérité, mais aussi la plume, car quelques jours seulement après la mort de Poe, Rufus Griswold agit. Le 9 octobre, d'où l'intervention du télégraphe, est au courant très rapidement. Dans le New York Tribune, une nécrologie assassine, signée d'ailleurs d'un autre pseudonyme que le sien. Là, c'est signé de Ludwig. Le texte est brutal. Il décrit Poe comme un homme ivrogne, immoral, instable. Il faut savoir que Griswold est parvenu à obtenir de Maria Clem l'autorisation de gérer les œuvres de Poe. D'ailleurs, il publiera ensuite les 17 éditions de ses écrits. C'est quand même un comble que son ennemi juré s'accapare de toute l'œuvre de Poe par des biais fallacieux, parce que Maria Clem était pauvre, il fallait qu'elle ait une petite rente, et pendant des décennies, il va contrôler l'image de Poe.
dans l'histoire littéraire en dire ce qu'il veut. En 1875, soit 26 ans après sa mort, la ville de Baltimore décide d'ériger à nouveau un nouveau monument pour Poe. Son corps doit être déplacé vers un endroit plus prestigieux du cimetière. Lorsque les ouvriers ouvrent la tombe, ils découvrent quelque chose d'étrange. Le corps est presque entièrement décomposé, mais le crâne est encore intact et parfaitement intact. Aucune blessure, aucune souillure. Les témoins remarquent une masse dure qui fait un bruit de cliquetis quand on bouge le crâne, une sorte de boule calcifiée. Les médecins pensent qu'il pourrait s'agir d'une tumeur cérébrale calcifiée, probablement un méningiome. Une tumeur qui peut provoquer des migraines intenses de son vivant, des troubles neurologiques, les délires et des confusions mentales, des égarements comme avait Poe. En hypothèse, si Poe possédait réellement une tumeur cérébrale, son cerveau était peut-être déjà fragile. Dans ce cas, les drogues utilisées lors des épisodes de coping, l'alcool, l'odanum, les opiacés auraient pu provoquer un effondrement neurologique rapide, ce qui expliquerait son délire, son agonie et peut-être sa mort. Pourtant, une question demeure. Pourquoi Poe a-t-il crié Reynolds ? Est-ce Jeremiah Reynolds, explorateur de ces visions polaires ? Est-ce Henry Reynolds, le juge de paix au bureau de vote, où il fut trouvé ? Peut-être que dans ces derniers instants, Edgar Allan Poe a tenté de laisser un indice, un nom, le nom de l'homme qu'il avait vu pour dire ce qui s'était réellement passé. Merci à vous de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt pour une autre investigation par le tarot, pour une autre enquête. Je vous donne rendez-vous pour un autre live avec l'équipe d'investigation par le tarot. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là.